Depuis 1904, la Fédération française du bâtiment défend et représente les intérêts des entreprises du bâtiment. En 2020, la Fédération française du bâtiment de l'Essonne a été confrontée, comme tous les autres corps de métier, à la crise du coronavirus. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Fabien Dora, président de la Fédération française du bâtiment de l'Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors on va parler dans quelques instants des conséquences du Covid sur les entreprises du bâtiment en Essonne. Mais avant cela, qu'est-ce que la Fédération française du bâtiment ? Alors, la Fédération française du bâtiment, c'est une association qui défend les intérêts de la profession tout entière et de la profession des métiers tout d'abord, mais aussi de tous les acteurs de la profession et des acteurs du bâtiment. Donc on est en fait le lien entre l'artisan et l'entrepreneur du bâtiment, les pouvoirs publics, les acteurs sociaux, les acteurs environnementaux, et en fait on fait le lien entre tous ces gens-là pour que on puisse travailler dans de bonnes conditions sur nos chantiers, qu'on puisse réaliser de bons chantiers, bien sûr. Et puis derrière, nous avons des actions de lobbying fortes dans l'intérêt et la défense de nos entreprises et artisans du bâtiment. La fédération aujourd'hui du bâtiment de l'Essonne, c'est 900 adhérents. 900 adhérents de tous métiers confondus, de tous les acteurs du bâtiment, qui composent donc ce noyau dur de professionnels qualifiés au service de la profession et au service des clients du bâtiment. Alors vous accompagnez les entreprises dans différents domaines d'activité, sociale, fiscale, juridique ou encore les formations. Comment est-ce que vous définissez l'accompagnement d'une entreprise ? Est-ce que vous faites un cas par cas ? Est-ce que vous définissez ensemble justement les objectifs d'une entreprise quand elle vient vous voir ? Tout est forcément du cas par cas puisqu'il n'y a pas une entreprise qui se ressemble, par définition. Maintenant, on a des offres communes qui sont à disposition de nos adhérents, mais bien évidemment, quand nous recevons nos adhérents en entretien individuel, on adapte l'offre de service à l'entreprise, puisque on a à la Fédération du bâtiment, malgré tout ce qui est dit, tout type d'entreprise. L'entreprise unipersonnelle avec un salarié, souvent le dirigeant, et l'entreprise de plus de 50 ou de plus de 100 personnes. Donc on adapte à chaque fois l'offre de service à l'entreprise, à la taille de l'entreprise, aux besoins bien sûr qui est défini par le chef d'entreprise ou l'artisan. Et puis on s'adapte et on le dirige quand nous on n'est pas capable de le faire dans nos services. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup à disposition, vous les avez rappelés. Mais après, on peut aiguiller aussi nos adhérents vers d'autres services qui leur permettent d'obtenir toutes les réponses dont ils ont besoin. Alors vous avez actuellement, vous l'avez dit un instant, 900 entreprises au sein de la FFB de l'Essonne. Comment une entreprise peut adhérer justement à la Fédération française du bâtiment ? Eh bien, elle a deux possibilités d'adhérer. La première, c'est d'un acte volontaire de venir nous rencontrer parce qu'elle aura entendu parler de la fédération et puis des actions qu'elle mène. Et puis la deuxième, c'est notre travail à nous d'aller chercher de nouveaux adhérents en permanence pour pouvoir étoffer notre réseau et pouvoir obtenir la puissance dont on a besoin sur le territoire. Bien évidemment, plus on est nombreux et plus on est puissant et écouté. Donc voilà, les deux solutions classiques de recrutement, entre guillemets, de nouveaux adhérents, mais très régulièrement, c'est un acte volontaire de gens qui entendent parler des actions de la fédération et donc on les reçoit et on les fait adhérer à notre réseau plutôt assez facilement. Toutes les entreprises et artisans sont bien évidemment les bienvenus. Et est-ce que les missions de la FFB de l'Essonne sont différentes de la FFB d'Île-de-France par exemple ? Est-ce que vous proposez à votre échelle des services différents ? Alors les services différents, en termes de services proprement dit, pas vraiment. Je dirais que sur la partie régionale, c'est quelque chose de pyramidal, la fédération. La base, c'est l'Essonne. Pourquoi ? Parce que c'est là que tout se fait, c'est sur le terrain que ça se fait. À la région, c'est plutôt, il y a bien évidemment de l'action politique, mais aussi les services sont implantés à la région. C'est-à-dire que nous utilisons les services de la région pour pouvoir rendre service à nos acteurs territoriaux, à des acteurs du terrain essonnien. Mais fondamentalement, la base, c'est ce qui se passe en département et c'est là que tout se fait. Donc oui, on propose des services différents sur la partie essonnienne parce que les formations sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, adaptées à la personne ou à l'entreprise. Donc c'est ici qu'on le gère et qu'on fait intervenir les gens qui vont bien pour rendre service à ces entreprises-là. Et puis on a aussi des actions purement essonniennes
dans l'intérêt de l'entreprise essonnienne, de mise en contact ou de mise en relation ou de règlement de litige aussi, parce que c'est aussi notre mission en Essonne, ce qui n'est pas forcément au niveau régional, de pouvoir utiliser les leviers que l'on a sur les relations politiques, par exemple, les relations économiques qu'on peut avoir avec des agglos, avec le conseil départemental et ainsi de suite, pour pouvoir intervenir et régler les problèmes de nos adhérents. Et 2020 a été une année difficile pour tous les secteurs d'activité. Quelles ont été justement les conséquences de la crise sanitaire sur les domaines du bâtiment ? La première conséquence, elle a été, comme tout le monde, malgré ce qu'a pu en dire à une certaine époque la ministre Pénicaud, la fermeture administrative des entreprises au moment de la crise du Covid. Ça a été un moment très difficile pour nos entreprises parce que les entrepreneurs ou artisans du bâtiment, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire du chantier. C'est ça qui les motive. Et quand on leur dit il faut fermer l'entreprise, alors même si on ne leur dit pas vraiment d'ailleurs, parce que ça qui est un petit peu sournois, c'est qu'on ne l'a pas réellement dit, mais enfin, de fait, les entreprises ont dû fermer. Quand vous n'avez plus de magasins d'ouverts, plus de restaurants, plus de transports, plus de grossistes d'ouverts pour vous fournir et que les clients vous ferment la porte parce qu'ils ont tous peur, on subit par voie de conséquence une fermeture administrative. Donc ça a été le plus dur. Et puis ça a été le plus dur de mettre la clé sous la porte. Après, il y a eu la période des 3, 4, 5 semaines où les entreprises ont fermé. Et je dirais qu'à la limite, ça c'était presque le plus facile. C'était le plus facile, pourquoi ? Parce que l'État a eu l'intelligence de venir au secours des entreprises. Et ça, il faut le souligner parce qu'on n'a pas toujours été d'accord. Et je l'ai dit quand je n'étais pas d'accord, mais il faut le dire quand on l'est. Les mesures de soutien qui ont été mises en place par l'État ont été bénéfiques aux entreprises et elles ont permis de sauver les entreprises et de sauver l'activité et les emplois des entreprises. Le plus dur, après, ça a été de réouvrir. Parce que il fallait redémarrer les chantiers. Redémarrer les chantiers dans des conditions sanitaires, bien sûr, satisfaisantes pour tous, satisfaisantes pour nos salariés, satisfaisantes pour nos clients, et qui permettent de garantir l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'était ce qui a été le plus dur. Je pense que la profession a su se mobiliser, notamment avec l'action de l'OPP-BTP, qui est notre organisme de prévention, qui a mis en place le guide Covid, pour qu'on puisse intervenir dans de bonnes conditions sur les chantiers, qui est parfaitement appliqué par nos entreprises et artisans du bâtiment, qui nous permettent de faire des chantiers dans de bonnes conditions. Donc voilà, aujourd'hui, ça a été quand même une période assez difficile, donc la fermeture, le redémarrage, et puis maintenant, le plus difficile, c'est de retrouver des marges de main-d'œuvre et puis des marchés pour nos entreprises, parce qu'on sent bien que la crise est bien là, est bien installée. Et justement, le 2 novembre 2020, le gouvernement a annoncé l'adaptation, la prolongation dans le temps et l'extension des dispositifs de soutien qu'il avait déjà mis en place pour le secteur du BTP, vous en avez parlé. Est-ce que pour vous, ces aides de l'État ont été suffisantes pour justement pas se relever totalement, mais en tout cas limiter la casse? Alors limiter la casse, je vous l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui on a limité la casse. On voit d'ailleurs que très peu d'entreprises sont défaillantes. Il y a très peu d'entreprises qui aujourd'hui passent le seuil de porte du tribunal de commerce, donc c'est quand même plutôt une bonne chose, même si on a quand même une certaine tendance à voir apparaître certaines entreprises en difficulté depuis le 15 décembre. Donc, pourquoi ? Parce qu'il va falloir commencer à rembourser les PGE, même si aujourd'hui on a eu quelques annonces qui vont dans le sens du maintien du PGE non remboursable immédiatement. Mais en tout cas, il y a la régularisation des charges sociales et ainsi de suite. Et on voit bien que les entreprises ont quand même pris des sacrés coups et ont du mal à faire face. Aujourd'hui, quand on enlève le bloc de l'hôtellerie-restauration événementielle, on est le deuxième secteur qui franchisse le plus depuis le 15 décembre le seuil de porte du tribunal de commerce, donc c'est un signe, c'est un mauvais signe. Donc on est très attentif à ça. Au-delà de ça, le plan de relance annoncé par l'État va, selon nous, en tout cas dans le bon sens. Bien évidemment pas assez puissant, parce qu'on en voudrait toujours plus, c'est que globalement il va dans le bon sens, à l'exception notamment dans le bon sens sur la partie rénovation énergétique, puisqu'il y a 7 milliards sur les 100 milliards du plan de relance qui sont fléchés directement vers la rénovation énergétique des bâtiments publics, mais aussi des privés, avec l'abondement sur MaPrimeRénov' et ainsi de suite. Donc ça marche plutôt bien. Le grand oublié, nous semble, à notre niveau, en tout cas il nous semble, c'est la construction neuve, qui aujourd'hui ne bénéficie pas du plan de relance. Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'on note aujourd'hui quand même, en Ile-de-France, un peu plus de 20% de baisse d'obtention de permis de construire, ce qui est gigantesque, et donc il va y avoir quand même un vrai souci, d'autant que notre activité sur le bâtiment, c'est 50-50, 50% sur la rénovation, 50% sur le neuf. Donc il va y avoir un vrai sujet qui va arriver
sur la table, on pense après l'été 2021, hein, puisque là, il va y avoir un vrai ralentissement sur le neuf. Donc là, on est assez inquiet. Mais globalement, les mesures et le maintien des mesures, que ce soit du chômage partiel, de l'activité partielle, du PGE pour ceux qui ne l'ont pas encore eu et qui peuvent encore en faire la demande, tout ça, ce sont de bonnes mesures. Maintenant, il faut être beaucoup plus puissant sur le plan de relance, ne pas se servir du plan de relance pour être un prétexte au financement. J'ai eu l'occasion d'alerter le préfet sur le sujet il y a quelques jours. Ne pas se servir du plan de relance pour être un effet qui nous permettrait, qui permettrait aux collectivités notamment de décaler des projets qui étaient déjà engagés et qui pourraient... Ça reste encore finalement un peu compliqué de voir l'avenir malgré le plan de relance. Mais en tout cas, on espère finalement que toutes ces entreprises pourront reprendre une activité normale. Merci beaucoup, Fabien Dora, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.